vous regarderez, puis vous demanderez lequel est le plus évident. Le français rouge sur fond blanc ou le français blanc sur fond rouge. Donc, la question des couleurs, c'est réel. Et le troisième problème qu'il y a dans la difficulté d'application de la nette prédominance, c'est l'endroit où se trouve l'affiche. Lorsque, par exemple, un commerce est sur un coin de rue, lequel des angles du bâtiment est le plus important? Celui qui est sur la rue principale ou celui qui est sur la rue latérale? En tout cas, vous voyez que ce n'est pas simple d'appliquer la notion de nette prédominance du français, d'autant plus que je pense que les gens, jusqu'à un certain point, n'y tiennent pas tellement. Je ne suis pas certain que les Québécois se feraient une guerre uniquement sur la taille des lettres ou sur la prédominance du français. Il y a quelque chose de ce côté-là là, qui n'est pas clair et les attitudes des francophones non plus. L'autre gros problème, et je vous voyais sourciller quand je parlais de l'affichage en français, c'est les marques de commerce utilisées comme raison sociale. Je vous ferai remarquer d'abord que dans l'affichage, il faut distinguer deux choses. Le nom du commerce et l'affichage vraiment. En général, dans les commerces dans les commerces en général, l'affichage lui-même, c'est-à-dire l'ensemble des textes publicitaires qui sont dans le magasin ou sur la façade, sont tout à fait conformes à la Charte de la langue française. Par contre, ce qui bloque tout le temps, c'est le nom du commerce. Et la loi permet que l'entreprise utilise sa marque de commerce comme raison sociale. Et les raisons sociales sont soumises à une convention internationale depuis 1890, quelque chose de semblable, là. Et cette convention-là fait partie aujourd'hui de l'OMC. Donc, une raison sociale est intouchable. Vous ne pouvez pas la faire modifier. Ce qui fait que les commerçants, quand ils ont appris cette astuce-là, se sont mis à utiliser leur raison sociale ou à déposer comme raison sociale un nom et ensuite l'appliquer comme identification de leur commerce. Ce qui fait que dans l'affichage public, ce qui ne va pas actuellement, c'est le nom des commerces et généralement l'affichage public proprement dit est conforme à la loi. La langue de service, ça c'est le dernier défi, je pense, qu'il y a à signaler. Je ne suis pas certain, disons les choses brutalement parce que ça permet ensuite de faire réagir. Je ne suis pas certain et je pense même que les Québécois insistent très peu pour être servis en français. Si dans un magasin, on s'adresse à eux en anglais, je ne suis pas certain, et je doute même qu'ils aient le réflexe de dire en français, s'il vous plaît, ou continuer carrément la conversation en français pour voir ce que ça va donner. Et je ne suis pas certain non plus, et encore moins, qu'ils vont quitter l'établissement s'ils ne peuvent pas se faire servir en français. À mon avis, il y a actuellement carrément une démission des francophones à l'égard du fait d'être servis en langue française. Je dirais même qu'ils ont un peu honte d'aller réclamer encore une fois d'être servis en langue française, alors que c'est dans la loi et que le commerce est censé assurer son service dans les deux langues. Je pense qu'il y a là un problème là, qui est très réel. Ça, c'est... J'en suis où, là? Il reste 25-30 minutes. Bon, ben, c'est parfait. On va continuer les chapitres. Je vais passer à la politique d'immigration. Les principaux effets de la politique d'immigration. Je dois dire tout d'abord que le ministère de l'Immigration du Québec est en définitive une création récente
qui a été provoqué, c'est l'un des effets de la fameuse crise de Saint-Léonard à la fin des années 60. Le ministère de l'Immigration du Québec a été créé en novembre 1968. Et les COFI, les centres d'orientation en français des immigrants, ont été créés en 1969. La création du ministère de l'Immigration coïncidait avec un constat brutal et vraiment très surprenant. À cette époque-là, au moment de la crise de Saint-Léonard, le Québec ne jouait aucun rôle dans la politique d'immigration du Canada. Toute l'immigration était contrôlée uniquement par le fédéral. Et le Québec a dû négocier avec le fédéral tranquillement pendant de 1971 à 1991, pendant 20 ans, le gouvernement du Québec a dû négocier sa participation à la sélection des immigrants et à leur accueil et intégration. Ça a été donc une chaude lutte avec le fédéral et on en est aujourd'hui à la situation suivante. Le Québec sélectionne les immigrants indépendants. Ce sont les seuls que le gouvernement du Québec accueille lui tout seul. On appelle immigrants indépendants là, tous les gens qui postulent une immigration au Québec et qui ne sont pas dans les catégories qui viennent après. Le Québec, par contre, participe à la sélection des immigrants dits familiaux, c'est-à-dire la politique de réunion des familles, et participe également à la sélection des immigrants dits réfugiés, mais la décision finale est au fédéral. C'est-à-dire que le Québec pourrait très, très bien s'opposer à l'une ou l'autre personne, mais la décision finale revient au gouvernement fédéral. Donc, il n'y a qu'une tranche d'immigrants que le Québec sélectionne lui-même. Et une autre tranche lui échappe, la reconstitution des familles et les réfugiés. Les effets également de la politique d'immigration, c'est que peu à peu, le gouvernement du Québec a développé une politique sur la base à la fois du français langue commune et sur l'idée, le français langue commune et une culture à base française commune. Ce sont les deux axes principaux de la politique actuellement. Et en même temps, s'est développée peu à peu l'idée d'une sorte de contrat moral entre l'immigrant et la société d'accueil. La société d'accueil lui offrant un certain nombre de services pour faciliter son installation et son intégration dans la société québécoise, y compris de se trouver du travail. L'immigrant, de son côté, acceptant de respecter le français langue de travail et les éléments de la culture commune les plus importants. Surtout, là, on l'a vu avec la question des accommodements raisonnables. Ce n'est pas très facile de négocier avec les communautés immigrantes ce que les traits de leur culture qu'ils pourront conserver et les traits de leur culture qu'ils ne pourront pas conserver, surtout quand il s'agit du statut des femmes, quand il s'agit des prières dans les lieux publics, etc. Il y a donc toute une problématique d'immigration qui est très, très, très difficile et qui implique à la fois, de la part du gouvernement, une politique relativement ferme et en même temps un sens de la négociation sociale qui ne va pas jusqu'à l'aplaventrisme, si vous me permettez ce terme-là. Il y a donc quelque chose ici là, qui est à la fois complexe, délicat et qui se renouvelle constamment.
Autre effet de la poétique des